Chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà. Aujourd'hui matin, je vais présider la réunion de notre commission. Il y a un petit changement dans l'ordre du jour. À 2h15, on va discuter le rapport sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Plus particulièrement Kosovo, c'est le rapport de Tania Fayon, n'est-ce pas? Et maintenant, on va commencer aujourd'hui avec la loi sur l'état d'urgence en France et sa conformité avec le droit primaire et secondaire de l'Union européenne. Chers collègues, je vais vous raconter en quelques mots l'histoire de cette législation. À la suite des attaques terroristes de grande ampleur qui ont eu lieu en région parisienne le 13 novembre dernier, les autorités françaises ont décidé d'appliquer la loi sur l'état d'urgence. La prorogation de l'état d'urgence pour 3 mois, à compter du 20 à 6 novembre 2015, a été autorisée par le Parlement français le 20 novembre 2015, renouvelée le 19 février 2016 pour une nouvelle période de 3 mois, puis le 20 mai dernier pour une période de 2 mois. La loi française sur l'état d'urgence et ses décrets d'application définissent notamment un certain nombre de mesures qui peuvent être prises par des autorités administratives. Certaines de ces mesures sont susceptibles d'impliquer une dérogation aux obligations résultant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par notification en date du 24 novembre 2015, le 25 février et 25 mai 2012, les autorités françaises ont donc informé le secrétariat général du Conseil de l'Europe de leur décision de faire usage de la dérogation prévue par l'article 15 de la conformément à la décision de coordinateur et à la décision des coordinateurs. Nous avons invité M. Pierre Sellal, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne, pour un échange de vues sur l'état d'urgence en France et la compatibilité des mesures prises dans ce contexte par les autorités françaises avec le droit primaire et secondaire de l'Union européenne. D'abord, permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, de vous transmettre au nom de la Commission Libé notre sincère condolence et notre soutien suite au terrible meurtre d'un policier et de son épouse intervenu le 13 juin dernier. Chers collègues, après une brève présentation par M. Sellal, nous procéderons à l'échange de vues comme d'habitude. Et maintenant, M. Sellal, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires, c'est un privilège et un honneur de pouvoir m'exprimer devant vous et de répondre à vos questions et à votre demande d'information sur l'état d'urgence en France, tel que vous l'avez décrit, Madame la Présidente. Et je voudrais également immédiatement vous remercier pour les sentiments que vous venez d'exprimer en votre nom et au nom du Parlement européen pour l'attaque qui a été perpétrée il y a 3 jours encore en France. Qu'est-ce que l'état d'urgence? Vous l'avez décrit, Madame la Présidente, c'est une situation spéciale définie par la loi qui se caractérise, je cite notre loi de 1955, par une situation de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité un caractère de calamité publique. Ce qui est important, c'est qu'il existe donc une définition juridique rigoureuse de l'état d'urgence. Cela signifie que ce n'est pas un état de convenance politique, c'est une situation juridique dans laquelle la loi confère à l'autorité administrative, là où l'état d'urgence s'applique, et encore une fois, ce n'est pas forcément l'ensemble du territoire, des prérogatives supplémentaires et des possibilités d'action supplémentaires. C'est une logique de prévention qui inspire l'état d'urgence, à savoir essayer de prévenir les troubles les plus graves à l'ordre public dans des circonstances exceptionnelles. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, l'état d'urgence a été instauré en France au lendemain des attentats du 13 novembre dernier. Il a été prorogé par la loi du 20 novembre 2015
pour 3 mois, à nouveau pour 3 mois par la loi du 19 février 2016 et à nouveau pour 2 mois par une loi du 20 mai 2016. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Je voudrais vous donner quelques exemples des mesures qui ont été adoptées et qui doivent, selon les termes de la loi et sous le contrôle du juge, être strictement nécessaires et proportionnées. Il s'agit tout d'abord d'interdictions de manifester, qui sont limitées dans le temps, limitées dans l'espace, dans un double but. Éviter la concentration des personnes, parce que, comme vous le savez, un groupe de personnes est une cible potentielle pour des attaques terroristes, et prévenir des débordements prévisibles, notamment en cas d'événements graves ou importants, afin de permettre la mobilisation des forces de sécurité sur leurs missions essentielles. C'est ainsi que, par exemple, dans le contexte de la conférence sur le climat qui a eu lieu à Paris en décembre dernier, des interdictions de manifester avaient été décidées. Mais comme vous le savez aussi, et comme vous l'observez, parce que la situation sociale dans mon pays se caractérise notamment par un certain nombre de manifestations, ces interdictions ne sont pas générales, elles ne sont pas absolues, et nous nous efforçons, les autorités administratives s'efforcent d'ajuster et de mesurer les mesures d'interdiction qui peuvent être prises. Il peut s'agir aussi de perquisitions administratives, dans le cas où il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu perquisitionné est fréquenté par une personne dont le comportement peut constituer une menace pour l'ordre ou la sécurité publique. Il peut s'agir enfin d'assignation à résidence si les personnes concernées participent à des actions susceptibles de nuire gravement à l'ordre public. Je voudrais vous donner non pas un bilan complet, mais quelques illustrations de la mise en œuvre de ces mesures. Issue administrative. Le bilan qui était présenté il y a quelques semaines, vers le 15 mai dernier, était de 3 427 perquisitions administratives réalisées dans leur grande majorité dans la première période de l'état d'urgence, c'est-à-dire jusqu'au 26 février dernier. Dans la deuxième période, c'est-à-dire entre le 27 février et le 9 mai, il n'y en a eu que 145, ce qui est logique puisque les lieux à perquisitionner avaient été identifiés dans la première période. Et parmi les résultats concrets que l'on peut noter, je signalerai en particulier que 750 armes ont été neutralisées au cours de ces perquisitions, dont 75 armes de guerre. Mais au-delà de ces résultats chiffrés, ce qui est important, le premier résultat réalisé par ces perquisitions, c'est le travail de renseignement qui est effectué, qui permet de lever les doutes, qui permet d'actualiser les fichiers, qui permet de les mettre à jour. Et la meilleure preuve de cette pertinence, c'est que plus de la moitié des perquisitions concernent des personnes qui figuraient déjà au fichier du traitement des signalements. Une observation sur les suites judiciaires qui ont été données à ces perquisitions. 59 perquisitions administratives ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, à la fois au titre de la législation sur les armes, de la législation sur les stupéfiants, et ce qui est remarquable dans ce contexte, c'est de voir que ces perquisitions ont permis d'illustrer une réalité que nous constatons, à savoir la porosité entre le terrorisme, le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants. Nous savons fort bien que le trafic des stupéfiants est une des sources essentielles de financement du terrorisme. S'agissant des assignations à résidence que j'évoquais, sur 268 procédures en vigueur au 26 février, 69 ont été renouvelées et 3 nouvelles ont été décidées, ce qui signifie que 72 assignations à résidence sont actuellement en cours. Enfin, je voudrais vous signaler que, bien que l'état d'urgence donne la possibilité au pouvoir public de prendre des mesures de restriction de liberté de réunion, une seule fermeture de lieu de culte a été décidée. Voilà quelques exemples, mesdames et messieurs les parlementaires. Votre préoccupation, c'est aussi de savoir quel est l'encadrement juridique, l'encadrement parlementaire au plan national qui est défini par rapport à ces mesures et à cette
mise en œuvre de l'état d'urgence. En effet, le point sur lequel il faut être extrêmement clair, c'est que l'état d'urgence n'est pas un affranchissement de l'état de droit, et l'état d'urgence et les mesures qui sont prises dans ce contexte sont soumises à un certain nombre de garanties et de contrôles. Il s'agit d'abord des garanties apportées par la loi elle-même. La loi du 20 novembre 2015 est venue préciser, encadrer certaines des dispositions de l'ancienne loi de 1955, et j'en donne deux exemples, s'agissant de l'assignation à résidence. La loi est venue modifier le champ d'application afin de bien l'adapter à la réalité de la menace. La mesure doit être limitée dans l'espace et dans le temps, et le législateur a défini précisément les modalités d'application de la mesure. S'agissant des perquisitions administratives, des garanties procédurales ont été introduites, une information obligatoire du procureur, la présence d'un officier de police judiciaire pour procéder aux saisies, la transmission systématique des comptes rendus au procureur et aussi, je signale, une mesure de protection de certains locaux. Il s'agit des parlementaires, des avocats, des magistrats, des journalistes, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une perquisition administrative. Encadrement également par le juge constitutionnel et le juge administratif. Le Conseil constitutionnel, qui est la plus haute juridiction française, a validé dans sa décision du 22 décembre 2015 la constitutionnalité des dispositions relatives aux mesures d'assignation à résidence de la loi sur l'état d'urgence. Et il a chargé le juge administratif, et c'était la condition de sa reconnaissance de la conformité à notre Constitution de la loi, il a chargé le juge administratif de s'assurer que ces mesures soient adaptées, nécessaires et proportionnées. Adaptées, nécessaires et proportionnées. Ce sont les principes du droit public qui ont été consacrés par la jurisprudence du Conseil d'État depuis 1933. Sur les perquisitions administratives, le Conseil constitutionnel, dans sa décision de février 2016, a précisé que l'autorité administrative ne pouvait pas copier des données informatiques recueillies au cours d'une perquisition sans l'autorisation préalable d'un juge, dès lors qu'un tel recueil est assimilable à une saisie. Voilà pour le rôle du Conseil constitutionnel qui a donc précisément à la fois validé la procédure et encadré sa mise en œuvre. Rôle du juge administratif, en France, le Conseil d'État et les tribunaux administratifs. Le juge administratif peut intervenir notamment dans le cadre de procédures de référé, que l'on appelle dans mon pays le référé liberté, qui lui donne le pouvoir de faire cesser à tout moment ce qu'il peut considérer comme une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Et ceci non seulement au moment de la notification de la mesure, mais également en cours d'exécution. Un premier bilan a été effectué fin avril 2016 par le Conseil d'État, qui a relevé, et le chiffre, je crois, est intéressant, que plus d'un tiers des ordonnances en référé sur des mesures prises au cours de l'état d'urgence, c'est-à-dire 38 sur 111 à cette date, avaient été remises en cause devant le juge de référé, soit que le juge les suspende dans leur application, soit que l'administration les abroge avant que le juge ne statue. Et donc ceci, je crois, souligne éloquemment que le contrôle du juge administratif sur les mesures prises est une réalité et qu'elle conduit souvent à l'abrogation, la suspension ou la censure de la mesure qui était prise. Donc, j'y insiste encore une fois, l'état d'urgence et les mesures qui sont prises dans ce contexte ne se caractérisent pas par un affranchissement de l'état de droit et une dispense du respect des règles, mais au contraire soumet le ministère de l'Intérieur et ses services à un contrôle juridictionnel en particulier particulièrement rigoureux. Contrôle législatif, contrôle juridictionnel, contrôle parlementaire également. La loi du 20 novembre 2015 a institué un contrôle parlementaire de l'état d'urgence. Je cite la disposition de la loi. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le gouvernement pendant l'état d'urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. C'est dans ce contexte que les commissions des lois, tant de l'Assemblée nationale que du Sénat, ont reçu
régulièrement les données chiffrées de la part du gouvernement sur les mesures adoptées, ont pu échanger de nombreux courriers avec le ministère de l'Intérieur, au nombre de 66, organiser toute une série d'auditions, celle du ministre de l'Intérieur, du Conseil d'État, du Défenseur des droits, d'associations, de collectifs. Et le contrôle parlementaire a été une réalité pendant toute cette période et continue à l'être. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, vous l'avez dit dans votre introduction, Madame, les membres de votre commission se sont également interrogés sur la compatibilité de l'état d'urgence avec les engagements internationaux de la France, et en particulier la Convention européenne des droits de l'homme. Le gouvernement français a décidé de faire usage des dispositions qui figurent tant dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 4, que dans la Convention européenne des droits de l'homme, article 15, qui prévoit une clause dérogatoire autorisant l'État partie à suspendre, de manière temporaire, la jouissance et l'exercice de certains droits et libertés en cas de situation exceptionnelle, et ce qui relève des circonstances justifiant l'état d'urgence dans mon pays. Le point sur lequel j'insiste encore une fois, c'est que l'invocation de ces clauses dérogatoires ne signifie pas se mettre en congé, tant du pacte que de la Convention. Ce sont des régimes juridiques prévus par ces deux instruments qui prévoient que, dans certaines circonstances, ils seront respectés selon des modalités particulières correspondant à la situation exceptionnelle prévue par les instruments internationaux eux-mêmes. Et il y a une obligation d'information tant du Conseil de l'Europe que de l'Organisation des Nations Unies dans le contexte de la mise en œuvre des dispositions de ces deux instruments. C'est ainsi que, depuis, au cours des derniers mois, des échanges avec les rapporteurs spéciaux des Nations Unies et de la Commission de Venise en particulier. La Commission de Venise nous a rendu visite, je crois, pendant la première semaine de mars. Le Premier ministre lui-même et le secrétaire d'État aux Affaires européennes se sont rendus à Strasbourg pour rencontrer le secrétaire général du Conseil de l'Europe et présenter la situation française. Le ministre des Affaires étrangères s'est présenté devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 29 février 2016 à Genève et a présenté, dans ce contexte, ce qu'était l'état d'urgence en France et les mesures exceptionnelles que nous avions prises, et surtout en insistant sur notre souci de concilier sécurité des citoyens et préservation des libertés publiques auxquelles mon pays est particulièrement attaché. Enfin, dernier point, vous vous êtes interrogé sur les raisons de la prolongation à plusieurs reprises de l'état d'urgence et encore pour la toute dernière fois il y a quelques semaines. Le président de la République française a dit très clairement que l'état d'urgence, par définition, n'avait pas vocation à être permanent, mais que sa responsabilité était d'assurer la sécurité de ses citoyens lorsque la menace, le risque étaient toujours présents. Or, je crois qu'il est difficile de contester, malheureusement, que la France continue de représenter une cible prioritaire pour les mouvements terroristes et en particulier djihadistes, en raison même de son action contre les djihadistes au Sahel, en Irak, au Syrie, mais aussi, peut-être plus profondément encore, en raison des principes de liberté, de laïcité, d'émancipation que mon pays s'enorgueillit encore d'incarner parce que ce sont les siens depuis 2 siècles et parce qu'en eux-mêmes, ils font horreur aux terroristes djihadistes. C'est pour cela que nous considérons que la menace persiste à un niveau élevé. 2 témoignages. Le 24 mars dernier, un nouveau projet d'attentat qui aurait pu être de grande ampleur a pu être démantelé et déjoué. Depuis 2 ans, 3 ans, pas moins de 12 attentats ont été déjoués. Et puis, vous y avez fait allusion, Madame la Présidente, un nouvel attentat particulièrement odieux a été perpétré il y a 3 jours avec l'assassinat à leur domicile de 2 policiers, ou plutôt d'un couple, assassinés parce qu'ils étaient policiers. Nous vivons également un contexte qui justifie un redoublement de précautions. C'est le contexte de l'organisation du championnat de football de l'Euro, qui se caractérise par la participation de 2,5 millions de spectateurs.
probablement la venue en France, directement ou indirectement, de 8 millions de personnes et qui justifie une attention particulière par rapport au regroupement de population qu'il peut entraîner. Alors certes, un effort considérable a déjà été entrepris au titre des moyens normaux de protection de l'ordre public. Et pour ne citer qu'un chiffre, 110 000 policiers sont actuellement déployés sur le territoire national, policiers, militaires et gendarmes dans le cadre de nos opérations de sécurité. Mais nous estimons encore une fois que la persistance du risque, ces événements exceptionnels, le championnat de football sera d'ailleurs suivi du Tour de France dans quelques semaines, justifie encore le maintien de l'état d'urgence dans les conditions et les limites que j'ai rappelées tout à l'heure. Telles sont les raisons pour lesquelles, encore une fois, l'état d'urgence continue d'être d'application en France, mais j'insiste encore une fois sur le fait qu'il s'agit d'un régime juridiquement très encadré et qui ne donne lieu qu'aux mesures les plus justifiées, les plus adaptées, caractérisées en permanence par un souci de conciliation entre la protection des libertés individuelles et la sauvegarde de l'ordre public. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bon, chers collègues, que 10 minutes pour les questions et les réponses. Madame Guillaume. Et ça tombe sur moi, c'est dommage. Je suis ravie qu'on puisse avoir ce débat, donc je vais faire vite. J'ai fait partie des gens qui ont été extrêmement critiques, et je l'ai dit très clairement, sur un aspect assez fondamental qui était la question de la traduction constitutionnelle de plusieurs éléments que vous avez évoqués aujourd'hui. Et je fais partie aussi de ces gens qui sont heureux que ça ne soit pas allé jusqu'au bout, parce que d'abord je n'adhérais pas à ce qui était mentionné dans cette traduction constitutionnelle, et aussi parce que finalement ça masquait, avec une forme d'hystérisation du débat, le contenu lui-même du texte. Donc je suis heureuse qu'on en soit sorti et que nos discussions tranchent aussi ici en termes de nature. La nature, c'est comment on met en perspective les questions de protection, de prévention et de renseignement. Vous y avez fait allusion. Moi, les deux questions que je voulais vous poser, une est très pragmatique. Vous avez évoqué la question des mosquées et des lieux de culte radicalisés. Je pense qu'il en existe beaucoup. On a tous vu un certain nombre de vidéos qui ont circulé. J'aimerais avoir un peu quelques perspectives en la matière. Et la deuxième chose, c'est vous interroger sur cette sortie de l'urgence, justement, et savoir si la loi qui a été votée permet justement un examen contradictoire par les juges et un équilibre en matière de garantie.